Donc, ça me fait plaisir. Je n'ai pas la prétention d'être une aînée ou d'être une sage, mais ça va me faire plaisir d'introduire cette journée-là avec vous. Donc, j'aimerais reconnaître avec vous que nous sommes en territoire autochtone, que le Québec s'est bâti en territoire autochtone. Souvent, je fais une petite parenthèse, c'est dans mes habitudes. Ça a été beaucoup mitigé dans les journaux, dans les médias, cette reconnaissance territoriale-là. Et moi aussi, au début, j'étais mitigée quand on sortait ça. On le voyait beaucoup au fédéral, entre autres, par le premier ministre du Canada. La Ville de Montréal aussi a commencé à faire ces reconnaissances territoriales-là. Moi, ce que j'avais envie de dire aux gens qui me disaient qu'est-ce qu'on fait, il y avait beaucoup d'universités qui nous consultaient, des organisations qui nous consultaient aussi. Et je leur disais, il faut que ça soit senti. Il ne faut pas que ça soit vide de sens. Et quand chaque chose qui sont senties, ça peut juste être positif pour les relations en général, qu'elles soient avec les Autochtones ou avec les personnes non autochtones. Donc, c'est vraiment là, dans cette perspective-là qu'on fait cette reconnaissance-là du territoire, que les Autochtones au Québec ont été gardiens et ils sont encore gardiens des terres et des eaux. On reconnaît qu'à quelques minutes d'ici, il y a la communauté de Wendake. Donc, on salue la nation Huron-Wendat qui partage ces lieux-là avec la Ville de Québec. Également, on reconnaît que la Ville de Québec contemporaine, donc cette réalité-là nouvelle, comprend une population autochtone diversifiée. Beaucoup d'Inuits, beaucoup d'Atikamekw, beaucoup d'autres nations, entre autres, font partie maintenant de la société au niveau de la Ville de Québec. Et en reconnaissant aussi cette réalité-là, on fait preuve de respect envers les liens du passé, les liens du présent et l'avenir en ce qui a trait nos relations à construire entre populations autochtones et allochtones. Les sages et les aînés nous apprennent en milieu autochtone qu'il faut prendre des décisions pour les 7 prochaines générations. C'est-à-dire les décisions qu'on prend aujourd'hui, faut prendre les décisions en prenant compte de ce qui va se passer pour les 7 prochaines générations. Donc, je crois que c'est le genre de valeur qu'on peut se partager entre autochtones et non autochtones. C'est-à-dire que chaque pas que l'on fait, chaque décision, chaque projet qu'on monte, chaque initiative, ben nous, on va avoir une 7e génération, mais vous aussi. Donc, faut prendre des décisions en considération de ça. Il faut prendre des considérations aussi en lien avec, oui, la jeunesse, mais en lien avec les femmes. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, on va le voir là, dans les données. En tout cas, dans la réalité autochtone, les femmes sont souvent celles qui sont le plus affectées par l'inflation, par les coûts de la vie, par les coups bas qui arrivent là, au niveau de la société. Également, j'en parle souvent, mais il y a tellement de valeurs entre Autochtones et Allochtones, surtout entre Premières Nations du Québec et Québécois. Tout ce qui est entrait à l'entraide, la solidarité, je crois que c'est des valeurs qu'on se doit de partager ensemble et qu'on n'a pas assez souvent partagées ensemble. Fait que je crois que l'avenir est rempli de cette intention-là de mieux travailler ensemble, que ça soit au niveau de l'identité. Je crois que c'est un combat que nous avons ensemble. Il est différent, mais je crois que le respect de l'identité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Également, les langues. Le français est extrêmement important au Québec, comme les langues autochtones sont aussi importantes pour les premiers peuples. Également, tout ce qui est la notion du communautaire, de la solidarité, du partage, du respect de l'environnement, c'est toutes des choses que les Autochtones défendent énormément. Et je crois qu'on n'a pas assez fait ces combats-là ensemble. Et j'ose espérer que dans l'avenir, nous pourrons fonctionner main dans la main parce qu'on a appris à mieux se connaître, à mieux connaître les réalités d'un et chacun et qu'on aura appris à se faire confiance et à avancer ensemble comme société. Donc, je termine mon mot en disant que je vais prendre les paroles de mon grand-père qui est maintenant décédé, mais qui me disait souvent, nous, les populations autochtones, nous étions autosuffisantes quand nous étions plus jeunes. On n'avait pas besoin des gouvernements et tout ça. Nous étions capables de nous débrouiller. Malheureusement, les politiques d'assimilation et la colonisation en ont fait autrement. Donc, voyons comme société qu'on
qu'on soit en mesure de s'organiser comme société et d'aider notre prochain et de travailler en réelle communauté tous ensemble. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Tania. Encore une fois, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Marianne Castellan, je suis la responsable des communications et affaires publiques de l'Observatoire. Et c'est moi qui vais présider la cérémonie aujourd'hui. Cette année, en fait, ça marque la 2e édition de la Journée Lumière. L'année dernière, le thème principal tournait autour de la pandémie, dans le fond, de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les populations les plus vulnérables au Québec. Et cette année, nous nous attaquons à la question du coût de la vie. J'aimerais commencer par remercier Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, notre partenaire principal pour cet événement, ainsi que nos autres partenaires, la Caisse d'économie solidaire, la Confédération des syndicats nationaux, la Centrale des syndicats du Québec, le Conseil régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et la Ville du Québec. Et j'inviterai maintenant certains de ces partenaires prononcer des courts mots d'ouverture, en commençant avec Nathalie Gay, la directrice générale de l'Observatoire québécois des inégalités. Voulais, c'est ça, aller à la rencontre, aller à votre rencontre, à la rencontre des groupes qui s'investissent dans la lutte contre les inégalités à travers le Québec. Et ça fait plusieurs mois qu'on travaille à l'organisation de cet événement. On est très, très contents que vous ayez été si nombreux à répondre à l'appel. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens de la région, mais il y a des gens qui viennent de Gaspésie, d'Abitibi-Témiscamingue, de Lanaudière, de l'Estrie, etc. Bref, des 4 coins du Québec. Alors, merci beaucoup d'être là. On a aménagé plusieurs périodes de discussion. Je vous invite vraiment à prendre la parole aujourd'hui. Oui, vous pouvez poser des questions à nos brillantes et brillants panélistes, mais on veut vous entendre aussi. On a voulu faire cet événement sur le coût de la vie avec le petit fil rouge tout au long de la journée sur l'impact que ça a sur les personnes plus vulnérables de différentes façons. Donc, c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Donc, les témoignages que vous pouvez apporter, ce que vous voyez sur le terrain, ce que vous avez, vos craintes par rapport à ce qui s'en vient, mais aussi les solutions, parce qu'on va beaucoup parler de solutions aujourd'hui et de plus en plus vers la fin de l'événement. Je veux remercier évidemment nos partenaires sans qui on n'aurait pas pu faire un événement de cette nature-là. Je veux remercier l'équipe de l'Observatoire qui s'investit à tellement de niveaux pour la réalisation de cet événement et surtout Maïlie Bellon qui est là-bas et qui fait que ça depuis des mois, travailler à l'organisation de cet événement. Donc, une grande main d'applaudissements pour Maïlie. Merci. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci à tout le reste de l'équipe aussi qui s'est beaucoup investi, Marianne, Geoffroy, Robertson et tous les autres. Alors, bonne délibération et puis on se reparle tout à l'heure. Merci Nathalie. J'invite maintenant Isabelle Genet, présidente de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Chez Centraide, on croit fermement que c'est au cœur de notre mission de contribuer à la réduction des inégalités. D'ailleurs, en 2020, on a publié un avis sur les inégalités dont on est très, très fiers, qui s'intitule « Du plomb dans les ailes ». Mais mieux encore, notre visée ultime, c'est d'assurer le respect de la dignité humaine par l'action sur la pauvreté, l'exclusion et les préjugés. En fait, ce qu'on veut, là, c'est contribuer sincèrement à changer les choses. C'est un honneur pour nous de nous associer aujourd'hui à l'Observatoire québécois des inégalités que nous suivons d'ailleurs depuis ses débuts pour faire la lumière sur les inégalités puis le coût de la vie. On ne va jamais le dire assez, Centraide, c'est l'histoire de l'impact d'une solidarité plus grande que nature portée par des milliers de personnes. C'est des institutions, des entreprises, des milieux de travail, des organismes, des individus de tous les horizons qui s'unissent et qui se mobilisent pour une seule et même grande cause, le mieux-être de nos communautés. D'ailleurs, le réseau des Centraides du Québec est le plus grand investisseur dans le milieu communautaire après le gouvernement québécois, avec plus de 1500 organismes reconnus et soutenus dans toutes les régions du Québec. Les dernières années le démontrent une fois de plus dans un contexte post-pandémique changeant, très incertain au niveau économique. Les gens auraient pu dire, bien, je passe mon tour, je vais faire autrement, je m'investis moins, je donne moins. Au contraire, la générosité était au rendez-vous et dans toutes les initiatives qu'on a mises en œuvre, ça parle beaucoup pour nous, ça. Ça nous réjouit, puis ça sème l'espoir.
Les Centraides exercent une philanthropie inclusive, de proximité, axée sur la responsabilité sociale des organisations, des citoyens, des citoyennes. On contribue tous à tisser un filet social plus solide. C'est ça qui nous permet d'être plus ambitieux ensemble. On va en discuter aujourd'hui, je l'espère, de notre ambition. Hein? Merci d'être là, puis merci d'y croire. Et j'invite maintenant M. François Proux-Dupéré, secrétaire général du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches pour la CSN. À la CSN, vous comprendrez que les questions du coût de la vie et de l'inflation sont carrément fondamentales et sont au centre des préoccupations des travailleuses et travailleurs, tant des secteurs publics que privés, qui, dans le fond, luttent sans relâche par la négociation de conventions collectives, la création de rapports de force, puis la mobilisation afin d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Au Québec, on est à même de constater, puis ça saute carrément aux yeux, là, que l'inflation a des impacts directs et néfastes sur la qualité de vie là, de toutes et tous. Cette inflation-là, elle frappe tout le monde de plein fouet, mais encore plus les personnes qui gagnent le salaire minimum ou de bas salaire, qu'elles soient syndiquées ou non. Cette inflation-là frappe aussi les personnes vulnérables et marginalisées, les chômeuses, les chômeurs, les personnes migrantes, puis j'en passe. Dans le fond, on peut, puis on doit faire mieux, beaucoup mieux, afin de soutenir toutes les personnes qui subissent les conséquences de l'augmentation du coût de la vie. Puis ça, par exemple, ça commence par l'augmentation du salaire minimum à 18 $ de l'heure. Parce que c'est pas normal, puis c'est encore moins acceptable que des travailleuses et travailleurs qui travaillent à temps plein soient sous le seuil de la pauvreté. Puis malheureusement, c'est ce qu'on constate de plus en plus. À preuve, regardons les demandes qui explosent dans les banques alimentaires. Aussi, on peut puis on doit faire beaucoup mieux afin de réduire les inégalités que vivent les personnes migrantes. On peut le faire d'abord et avant tout en régularisant le statut de toutes les personnes, qu'elles soient demandeuses d'asile, réfugiés politiques ou climatiques, à statut précaire ou carrément sans statut. La régularisation doit se faire sans attendre. Il y a vraiment urgence. Ça prend aussi des politiques publiques fortes qui protègent notre filet de sécurité sociale, puis non pas qui le fragilisent. Puis ça passe notamment par le municipal, le provincial, puis le fédéral. Doit-on le rappeler, les personnes élues se doivent d'utiliser tous les outils et de saisir toutes les opportunités afin de protéger les communautés et les personnes vulnérables. C'est une question de respect et aussi parce qu'on ne peut pas, et surtout on ne va pas laisser personne derrière. Alors, en vous souhaitant sur ces réflexions, puis en toute solidarité, une excellente journée d'études. Merci. Merci beaucoup. Et enfin, Madame Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif responsable de l'habitation et du logement social à la Ville de Québec. Merci d'être ici. Je suis contente de voir que la salle est pleine aujourd'hui pour un sujet si important. Dans les derniers temps, on entend quand même beaucoup parler de la hausse du coût de la vie, du coût des logements, de la nourriture, à quel point c'est difficile pour les gens. Certaines personnes n'arrivent plus à répondre à leurs besoins de base. On a juste à regarder les fils dans les banques alimentaires pour se rendre compte que ça touche de plus en plus de gens. Nous, on entend beaucoup parler aussi, par exemple, au niveau du logement, quand une personne utilise 60 % de son revenu pour se loger, bien, elle doit faire des coupures quelque part. Ces coupures-là ont un impact sur la famille, ont un impact sur la santé, la qualité de vie, puis la contribution à la communauté, à la vie sociale collective. On perd beaucoup collectivement quand une personne a de la misère à joindre les deux bouts. La pandémie a exacerbé ces problèmes-là, mais c'est au-delà de ça. Le chemin sur lequel on est actuellement est un chemin extrêmement glissant, puis collectivement, on se doit d'agir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, premièrement, on doit se sentir tout le monde responsable. Les gouvernements, on parlait des politiciens, les gouvernements, les organismes communautaires, les citoyens, tout le monde doit se sentir responsable de la situation. On ne peut pas être que témoin et la regarder. On doit chercher des solutions qui sont durables, pas des solutions sur du court terme. Oui, il y a des réponses court terme à faire, mais on doit voir loin. On doit débattre. On doit se permettre d'avoir des chocs d'idées.
On doit se permettre d'apporter les enjeux qu'on voit collectivement et de se rendre compte qu'on n'a pas toujours la même vision, la même façon de voir les solutions, mais il faut se permettre de débattre entre nous si on veut arriver à des solutions. On doit se baser sur la science, sur les connaissances, sur ce qu'on va chercher au niveau de l'information qui nous permet de prendre les meilleures décisions. Il faut trouver des nouvelles solutions sans non plus laisser ce qui marche. Donc, il faut arriver à faire des combinaisons avec ce qu'on fait qui fonctionne bien, mais aussi se permettre de trouver des nouvelles solutions qui nous sortent un peu de notre confort des fois. Est-ce qu'on est tous égaux? Je ne pense pas. En fait, je suis certaine qu'actuellement, on n'est pas tous égaux devant les enjeux dans la situation actuelle. Est-ce qu'on a tous une responsabilité? Oui. Ce qui est inquiétant quand on se dit qu'on a tous une responsabilité, quand c'est la responsabilité de tout le monde, c'est la responsabilité de personne. Mais pour moi, c'est important que chacun mette son chapeau. Est-ce que les mesures gouvernementales sont à la hauteur? Est-ce que chacun fait tout ce qu'il pourrait faire? Je pense actuellement que non. Des journées comme aujourd'hui, ça nous permet d'arriver à ces discussions-là, de brasser les idées, en fait, on se permet un temps d'arrêt pour être meilleur. Il faut se permettre de casser les moules. Il faut se permettre de pousser les institutions. Vous savez, on fait partie d'une institution. Quand on me dit « on ne fait pas assez », j'ai besoin de l'entendre « on ne fait pas assez ». Mais on a besoin de souffler dans le même voile, par exemple, si on veut avancer. Donc, on est intimement liés. Il faut se rendre compte qu'on a besoin les uns des autres pour contrer les enjeux qu'on vit actuellement, si on veut avoir une communauté solidaire, tissée, et qui va nous permettre d'avancer comme communauté. La Ville, on a quand même plusieurs moyens pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Par des politiques, des programmes qui facilitent l'accessibilité aux services, permettre le logement de qualité, soutenir la participation sociale de l'ensemble des citoyens. Vous le savez, dernièrement, on a mis en place, on travaille sur un projet de vision en itinérance. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que c'est le rôle de la Ville de travailler sur l'itinérance? Bien, si tout le monde se pose la question, si c'est son rôle, bien, personne ne va prendre le bâton et va avancer. Donc oui, on a un rôle à jouer. On a décidé de le faire avec les citoyens impliqués, les citoyens experts de vécu. Jusqu'à maintenant, on a rencontré plusieurs groupes de citoyens, pères aidants, qui vivent la situation de l'itinérance parce que leur expertise, elle est ultra importante pour arriver avec des solutions. Tout à l'heure, je vous parlais de solutions différentes, innovantes, sortir des moules. Bien, on a besoin de cette vision-là. On a besoin de nos partenaires qui sont sur le terrain, les organismes communautaires qui vivent au quotidien à rencontrer cette souffrance, à la côtoyer. On a besoin de l'ensemble des citoyens, finalement, pour pouvoir arriver à des solutions. Et on a besoin de courage. On a besoin d'être capable de faire des changements, de décider d'avoir une vision sur du long terme, puis de se dire, bien, on avance vers là. Actuellement, on a la vision dans la vision de l'habitation, on parle de logement social et communautaire. On a des grands besoins ici à Québec. Le taux d'inoccupation est très faible. On est inquiet par rapport à la situation. Est-ce que ce qu'on a vu au niveau du budget est à la hauteur de nos attentes? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va baisser les bras? Pas du tout. Mais on a besoin de l'ensemble de la communauté pour continuer à avancer de ce côté-là. Donc, dans notre vision, dans nos façons de faire, on consulte, on s'informe. On a besoin de vous, finalement. Donc, des journées comme aujourd'hui sont extrêmement importantes pour nous aider tous, collectivement, à faire plus puis à faire mieux. Donc, pour terminer, je remercie l'organisation, les gens qui ont organisé cette journée-là. Et puis, on va continuer à avoir besoin de vous pour pouvoir brasser les institutions, pour pouvoir collectivement regarder en avant, se donner des objectifs collectifs, prendre notre courage à deux mains, puis décider d'avancer, même si ça peut être inconfortable parfois. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.